Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 23e épisode, Les amours d'Hermine Danglars. La soirée organisée dans sa maison d'Auteuil par le comte de Monte Cristo n'a pas manqué d'être fertile en émotions, surtout pour Hermine Danglars et Gérard de Villefort. Et la nuit de ce 6 juin 1838, chez les Danglars, fichtre. On va s'expliquer. Qu'avez-vous donc, Hermine ? Pourquoi vous êtes-vous trouvée mal en écoutant cette histoire d'enfant qu'a raconté le comte de Monte Cristo ? Parce que j'étais horriblement mal disposée ce soir. Comment ? Mais vous étiez au contraire dans d'excellentes dispositions quand vous êtes arrivé à Auteuil. Je vous assure, Lucien... Donc, quelqu'un vous a fait quelque chose. Racontez-moi cela. Je ne souffrirai jamais qu'une impertinence vous soit faite. Vous vous trompez, mon ami. Cornélie. Oui, madame. Que fait ma fille ? Elle a étudié toute la soirée, madame, et ensuite elle s'est couchée. Il me semble cependant que j'entends son piano. C'est mademoiselle d'Armilly qui joue, madame, pendant que mademoiselle est au lit. C'est bien, merci, Cornélie. Je n'aurai plus besoin de vous. Bonsoir, madame. Étudier toute la soirée. Je n'ai jamais vu un tel engouement pour la musique. C'est ridicule pour une personne du monde. Je suis à faire peur ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Debray. Lisez-moi donc quelque chose, monsieur Debray. Vous allez vous fatiguer, baronne, en veillant si tard. Il est près de minuit. Monsieur Debray demeure bien loin. Monsieur Lucien, je vous déclare que je n'ai pas la moindre envie de dormir. À vos ordres, madame ? Mon cher monsieur Debray, n'allez pas croire que je vous chasse, mais une circonstance imprévue me force à désirer d'avoir ce soir une conversation avec la baronne. Cela m'arrive assez rarement pour qu'on ne m'en garde pas rancune. Monsieur le baron, je ne voudrais pas vous importuner. Bonsoir, madame. Bonsoir. Savez-vous, monsieur, que vous faites des progrès ? Ordinairement, vous n'étiez que grossier. Ce soir, vous êtes brutal. C'est que ce soir, je suis de plus mauvaise humeur qu'ordinairement. Je viens de perdre 700 000 francs sur l'emprunt espagnol. Oui, j'ai enfin le compte exact. 700 000 ! Est-ce ma faute ? Je vous ai déjà dit de ne pas me parler caisse. C'est une langue que je n'ai apprise ni chez mes parents, ni dans la maison de mon premier mari. Parbleu, ils n'avaient le sou ni les uns ni les autres. Mais comme c'est étrange, j'avais cru que vous preniez le plus vif intérêt à mes opérations. Moi ? Je voudrais bien que vous me fissiez connaître en quelle occasion. Oh, mon Dieu, c'est chose facile. Au mois de février dernier, vous m'avez parlé la première des fonds d'Haïti. Vous aviez rêvé qu'un bâtiment entrait dans le port du Havre, apportant la nouvelle qu'un paiement qu'on croyait remis aux calendes grecques allait s'effectuer. Je connais la lucidité de votre sommeil. J'ai donc fait acheter en dessous main tous les coupons que j'ai pu trouver de la dette d'Haïti. Et j'ai gagné 400 000 francs, dont 100 000 vous ont été remis. En mars, il s'agissait d'une concession de chemin de fer. 3 sociétés se présentaient. Vous m'avez dit que votre instinct vous faisait croire que le privilège serait donné à la société du Midi. J'ai suivi votre instinct et encaissé 1 million, sur lequel vous avez touché 250 000 francs. Où voulez-vous en venir, monsieur ? J'y arrive. En avril, vous dînâtes chez le ministre. On causa de l'Espagne
et vous entendîtes une conversation secrète. Il s'agissait de l'expulsion de Don Carlos. J'achetais des fonds espagnols. L'expulsion eut lieu, et je gagnais 600 000 francs, sur lesquels vous avez touché votre part. Vous avez donc reçu 500 000 livres cette année, dont vous avez disposé à votre convenance. Mais après? C'est justement après que la chose se gâte. Il y a quelques jours, vous avez causé politique avec M. Debray et appris ainsi que Don Carlos était rentré en Espagne. Vous me rapportez la nouvelle. Alors, je vends. La nouvelle se répand. Il y a panique. Je ne vends plus. Je donne. Il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà que la nouvelle était fausse. Et j'ai perdu 700 000 francs. Eh bien, puisque je vous donne un quart quand je gagne, c'est donc un quart que vous me devez quand je perds. Soit 175 000 francs. ce que vous me dites là est extravagant. Et je ne vois pas pourquoi vous mêlez le nom de M. Debray à cette histoire. Si vous n'avez point les 175 000 francs, vous les emprunterez à M. Debray. Je le vois d'ici, ricanant près des 500 000 livres que vous lui avez comptés cette année, et se disant qu'il a enfin trouvé ce que les plus habiles joueurs n'ont jamais découvert, une roulette où l'on gagne sans mettre en jeu et où l'on ne perd pas quand on perd. Misérable. Oseriez-vous dire que vous ne saviez pas ce que vous osez me reprocher aujourd'hui? Je ne vous dis pas que je savais, ni ne savais pas. Je vous dis, observez ma conduite depuis 4 ans, que vous n'êtes plus ma femme, et que je ne suis plus votre mari. Vous verrez qu'elle a toujours été conséquente avec elle-même. Quelque temps avant notre rupture, vous avez désiré étudier la musique, avec ce fameux baryton du théâtre italien. Moi, j'ai voulu étudier la danse, avec cette danseuse qui s'était fait une si grande réputation à Londres. Cela m'a coûté, tant pour vous que pour moi, 100 000 francs à peu près. Je n'ai rien dit parce qu'il faut de l'harmonie dans les ménages. 100 000 francs pour que l'homme et la femme sachent bien à fond la danse et la musique, ce n'est pas trop cher. Bientôt, voilà que vous vous dégoûtez du chant et que l'idée vous vient d'étudier la diplomatie avec un secrétaire de ministre. Et alors? Je vous laisse étudier. Que m'importe, puisque vous payez les leçons que vous prenez sur votre cassette. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que vous tirez sur la mienne et que votre apprentissage peut me coûter 700 000 francs par mois. Halte là, madame. Ou le diplomate donnera des leçons gratuites, et je le tolérerai, ou il ne remettra plus les pieds dans la maison. Monsieur, vous dépassez les limites de l'ignoble. Raisonnons froidement. Je ne me suis jamais mêlé de vos affaires, ne vous mêlez pas des miennes. D'ailleurs, qui sait si tout cela n'est pas un coup de jarnac politique? Si le ministre, furieux de me voir dans l'opposition, ne s'entend pas avec M. Debray pour me ruiner. Comme c'est probable. Mais sait-on jamais? Une autre fausse nouvelle télégraphique. Monsieur, vous n'ignorez pas que l'employé du télégraphe a été chassé, qu'on a même donné l'ordre de l'arrêter, mais qu'il a réussi à s'enfuir. Ce qui prouve sa folie ou sa culpabilité. C'est une erreur. Oui, qui fait rire les niais, qui fait passer une mauvaise nuit au ministre, mais qui, à moi, me coûte 700 000 francs. Mais monsieur, puisque tout cela, selon vous, vient de M. Debray, pourquoi ne pas vous adresser directement à lui? Est-ce que je connais M. Debray? Moi? Folle créature, en vérité. Que ces femmes qui se croient des génies, parce qu'elles ont conduit 1 ou 10 intrigues, de façon à n'être pas affichées dans tout Paris. Que vous êtes fou. Mais depuis 18 ans, madame, vous m'avez caché une pensée peut-être, mais pas une démarche, pas une action, pas une faute. Tandis que vous vous applaudissiez de votre adresse et croyez fermement me tromper, qu'en est-il résulté? Grâce à ma prétendue ignorance,
Depuis M. de Villefort jusqu'à M. Debray, il n'est pas un de vos amis qui n'ait tremblé devant moi. Il n'en est pas un qui ne m'ait traité en maître de la maison. Ma seule prétention auprès de vous, je vous permets de me rendre odieux, mais je vous empêcherai de me rendre ridicule. Et surtout, je vous défends de me ruiner. Mais pourquoi parlez-vous de M. de Villefort? Que voulez-vous dire? Je veux dire, madame, que M. de Nargonne, votre premier mari, voyant qu'il n'y avait aucun parti à tirer d'un procureur du roi, est mort de chagrin ou de colère de vous avoir trouvé enceinte de 6 mois, après une absence de 9. Mufle. Je suis brutal, et je m'en vante. C'est un de mes moyens de succès dans mes opérations commerciales. Monsieur Debray, mon associé, me fait perdre 700 000 francs. Qu'il supporte donc sa part de perte, et nous continuerons nos affaires. Sinon, qu'il disparaisse. Eh mon Dieu, c'est un charmant garçon, quand ses nouvelles sont exactes. Mais quand elles sont fausses, il y en a 50 dans le monde qui valent mieux que lui. Bonne nuit, madame. Le lendemain, 7 juin 1838. Si monsieur le comte est occupé, je l'attendrai dans la bibliothèque. J'ai tout mon temps. Bien, mon père. Son Excellence, le comte de Monte Cristo, prie monsieur le baron Danglars de bien vouloir l'excuser. Il arrive tout de suite. Merci, mon ami. Je ne suis pas pressé. Bien, monsieur. Tout de même, j'espère qu'il va me recevoir avant cet abbé à l'accent italien. Je n'ai pas toute ma journée à lui donner. Pardon, mon cher baron, mais un de mes amis, l'abbé Busoni, que vous avez pu voir passer, vient d'arriver à Paris. J'espère que vous m'excuserez de vous avoir fait attendre. Oui, commandant. Mais vous avez l'air tout soucieux. Vous m'effrayez. Un capitaliste chagrin est comme les comètes. Il présage toujours quelques grands malheurs au monde. La mauvaise chance est sur moi. Je n'apprends que des sinistres. Le dernier en date étant cette banqueroute à Trieste. La nouvelle en est arrivée ce matin, à la première heure. Est-ce que votre banqueroutier serait par hasard Jacopo Manfredi? Justement. Un gaillard qui payait comme un prince. Je me mets en avance d'1 million avec lui et voilà-t-il pas qu'il suspend ses paiements. Avec mon affaire d'Espagne, cela me fait une gentille fin de mois. 1700 000 francs en tout. En vérité? Oui, mais enfin, ne revenons pas là-dessus. Dites-moi donc plutôt ce que je puis faire pour M. Cavalcanti. Eh bien, lui donner de l'argent s'il a un crédit sur vous, et que ce crédit vous paraisse bon. Oh, mais excellent! Il s'est présenté ce matin avec un bon de 40 000 francs, payable à vue sur vous, signé Busoni, et renvoyé par vous à moi, avec votre aval. Je lui ai compté à l'instant même ces 40 billets carrés, mais c'est pas tout. Il a ouvert à son fils un crédit chez moi. 5 000 francs par mois. Non, que veut-il qu'un jeune homme fasse avec 5 000 francs par mois? Si le jeune homme a besoin de quelques 1000 francs de plus, je peux... Non, mais n'en faites rien. Le père vous les laisserait pour votre compte. Vous ne connaissez pas les millionnaires ultramontains, de véritables harpagons. Vous n'auriez donc pas confiance dans ce Major Cavalcanti? Moi? Mais je lui donnerai 10 millions sur sa signature. Tous ces Italiens de qualité ont l'habitude de se marier entre eux, n'est-ce pas? Ils aiment s'associer, enfin, associer leur fortune. Oui, mais ce Cavalcanti est un original. On ne montrera pas de l'idée qu'il envoie son fils en France pour qu'il y trouve une femme. Et vous avez entendu parler de sa fortune? Non, il n'est question que de cela. Seulement les uns lui accordent des millions et les autres prétendent qu'il ne possède pas un louis. Et votre opinion, à vous? Mon opinion est que tous ces Cavalcanti, qui ont commandé des armées, gouverné des provinces,
ont enterré des millions dans des coins que leurs aînés connaissent et font connaître à leurs aînés seuls de génération en génération. Je vois, oui. Et quand ces gens-là marient leurs fils, leur donnent-ils des dots? Mais est-ce que vous voudriez marier Andrea, mon cher monsieur Danglars? Ma foi, cela ne me paraîtrait pas une mauvaise spéculation. Et je suis un spéculateur, moi. Ce n'est tout de même pas avec mademoiselle Danglars. Vous ne voudriez pas faire égorger ce pauvre Andrea par Albert de Morcerf, car il est fiancé à votre fille, je crois. C'est-à-dire que monsieur de Morcerf et moi avons quelquefois causé de ce mariage. Mais madame de Morcerf et Albert... Oui, mademoiselle Danglars vaut bien monsieur de Morcerf, ce me semble. Et la dot sera belle. Surtout si le télégraphe ne fait plus de nouvelles folies. Et Albert porte un beau nom. Je suppose que les Morcerf ne le cèdent pas aux Cavalcanti. Les Morcerf? Tenez, mon cher comte, vous êtes un galant homme, n'est-ce pas? Et de plus, connaisseur en blason. Eh bien, la couleur du mien est plus solide que celle du blason des Morcerf. Allons donc. Moi, quelqu'un m'a fait baron, de sorte que je le suis. Lui s'est fait comte tout seul, de sorte qu'il ne l'est pas. Oh, c'est impossible. Monsieur de Morcerf est mon ami, enfin, ou plutôt ma connaissance depuis plus de 20 ans. Moi, vous savez que je fais bon marché de mes armoiries, attendu que je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est la preuve d'une grande humilité ou d'un grand orgueil. Eh bien, quand j'étais petit commis, moi, Morcerf était simple pêcheur. Oh. Et on l'appelait alors Fernand Mondego. Oh. Mais alors pourquoi lui donniez-vous votre fille? Parce que Fernand et Danglars étant deux parvenus, tous deux anoblis, tous deux enrichis, se valent au fond, si ce n'est certaines choses qu'on a dites de lui et qu'on n'a jamais dites de moi. Ah, ce que vous me dites là me rafraîchit la mémoire à propos du nom de Fernand Mondego. Oui, j'ai entendu ce nom-là en Grèce. À propos de l'affaire d'Ali Pacha. C'est ça, précisément. Le voilà, le mystère. Et j'avoue que je donnerais beaucoup pour le découvrir. Oh, ce ne doit pas être bien difficile. Vous avez sûrement quelques correspondants en Grèce. À Janina. J'en ai partout. Eh bien, écrivez à votre correspondant de Janina et demandez-lui quel rôle a joué dans la catastrophe d'Ali Tepelin, un Français nommé Fernand. Vous avez raison. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'écrirai aujourd'hui même. Faites. Et si vous apprenez quelques nouvelles bien... scandaleuses, je vous la communiquerai. Comptez sur moi. Vous me ferez plaisir. Entrez, madame. Et merci de votre exactitude. Voilà bien longtemps, madame, qu'il ne m'est arrivé d'avoir ce bonheur de causer seul avec vous. Et à mon grand regret, nous nous retrouvons pour entamer une conversation bien pénible. Je suis venue à votre premier appel. Quoique certainement cette conversation soit encore plus pénible pour moi que pour vous. Il est donc vrai que toutes nos actions laissent leurs traces, les unes sombres, les autres lumineuses dans notre passé. Monsieur, dans ce bureau qui est le vôtre, j'ai besoin de toute ma raison pour ne pas voir en moi une femme bien coupable et en vous un juge menaçant. Et moi, je me dis que ma place n'est pas dans le fauteuil du juge, mais bien sur la sellette de l'accusé. Au fond des passions, au-delà du plaisir, il y a toujours un peu de remords. C'est pour cela que l'Évangile nous a donné pour soutien, à nous autres pauvres femmes, l'admirable parabole de la fille pécheresse et de la femme adultère. Qu'avez-vous à craindre, vous autres hommes? Que tout le monde excuse et que le scandale anoblit. Madame, vous me connaissez, je ne suis pas un hypocrite. Ou du moins, je ne fais pas de l'hypocrisie sans raison. Vous, mesdames, bien rarement, vous êtes tourmentées par des remords. Car bien rarement, la décision vient de vous.
Vos malheurs vous sont presque toujours imposés. Vos fautes sont presque toujours le crime des autres. En tout cas, monsieur, si j'ai commis une faute, j'en ai reçu hier la sévère punition. Rassemblez tout votre courage, car vous n'êtes pas encore au bout. Vous ne voyez que le passé, et certes, il est sombre. Eh bien, figurez-vous un avenir plus sombre encore. Mais d'abord, comment est-il ressuscité ce passé terrible? Le hasard. Mais non, madame, il n'y a point de hasard. Mais si. N'est-ce point par hasard que le comte de Monte Cristo a acheté cette maison d'Auteuil? N'est-ce point par hasard qu'il a fait creuser la terre? Par hasard, enfin, que ce malheureux enfant a été déterré sous les arbres? Pauvre innocente créature sortie de moi, à qui je n'ai jamais pu donner un baiser, mais à qui j'ai donné bien des larmes. Il n'y a pas eu d'enfant déterré. Comment? Monte Cristo, en creusant au pied de ces arbres, n'a pu trouver ni squelette, ni ferrure de coffre, parce que sous ces arbres, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Que dites-vous? Vous savez comment s'accomplit cette nuit douloureuse où vous étiez expirante sur votre lit, dans cette chambre de damas rouge? L'enfant vint et nous le crûmes mort. Je le mis dans un coffre et allai l'enfouir en hâte dans le jardin. C'est alors que le corse me frappa. Je me traînai jusqu'au bas de l'escalier et parvins à vous rejoindre. Il fallait garder le secret. Un duel fut le prétexte de ma blessure. On me transporta à Versailles où pendant 3 mois je luttai contre la mort. Enfin, je partis pour Marseille où ma convalescence dura 6 mois. Je n'entendis plus parler de vous. Et je n'osais m'informer de ce que vous étiez devenu. Quand je revins à Paris, j'appris que, veuve de M. de Nargonne, vous aviez épousé Danglars. Durant tout ce temps, je n'avais pensé qu'à ce cadavre d'enfant. Aussi, à peine de retour à Paris, je m'informais, la maison n'avait pas été habitée depuis que nous en étions sortis. Une nuit, j'allai à Auteuil et pénétrai dans le jardin. Là, tout ce que je me disais depuis 1 an dans mon agonie continuelle se présenta à ma pensée. Ce corse qui m'avait déclaré la vendetta, qui m'avait frappé de son couteau, m'avait vu enterrer l'enfant. Il pouvait en arriver à vous connaître. Il était donc urgent que je fisse disparaître les traces du passé. Je me mis donc à creuser la terre, croyant à chaque instant sentir de la résistance au bout de ma bêche. Mais rien. Je fis un trou 2 fois plus grand que n'était le premier. Le coffre n'y était pas. Non, vous dis-je. Mais il y avait de quoi devenir fou. Je l'espérais un instant. Mais je n'eus pas ce bonheur. Et rappelant mes forces et mes idées, je me demandais... Pourquoi cet homme aurait-il emporté ce cadavre? Vous l'avez dit. Pour avoir une preuve. On ne garde pas un cadavre pendant 1 an. On le montre à un magistrat et on fait sa déposition. Or, rien de tout cela n'était arrivé. Eh bien alors? Il y a quelque chose de plus terrible pour nous, Hermine. L'enfant était vivant. Et le corse l'a emporté, l'a sauvé. Mon enfant était vivant? Vous avez enterré mon enfant vivant? Vous n'étiez pas sûr que mon enfant était mort? Et vous l'avez enterré? Que sais-je, madame? Oh, mon pauvre enfant. Vous comprenez, Hermine, que si cet enfant vit, et si quelqu'un sait qu'il vit, ce quelqu'un a notre secret. Et puisque Monte Cristo parle devant nous d'un enfant déterré là où cet enfant n'était plus, ce secret, c'est lui qui l'a. Dieu juste, Dieu vengeur. Mais cet enfant, qu'est-il devenu? Oh, que je l'ai cherché. Finalement, je me suis dit qu'il l'avait peut-être mis aux enfants trouvés. Et en effet, j'ai appris à l'hospice que cette nuit du 20 septembre, un enfant de sexe masculin y avait été déposé. Il était enveloppé d'une moitié de serviette en toile fine, déchirée avec intention,
Cette moitié de serviette portait une moitié de couronne de baron et la lettre H. Tout mon linge était marqué ainsi. Merci, mon Dieu, mon enfant n'était pas mort. Non, il n'était pas mort. Et vous dites cela sans crainte de me faire mourir de joie. Oh, Gérard, où est-il? Je ne sais pas. Oh non. Une femme, 6 mois plus tôt, était venue le réclamer, avec l'autre moitié de la serviette. Elle avait fourni toutes les garanties que la loi exigeait, on le lui avait remis. Mais il fallait vous informer de cette femme, la découvrir. Je l'ai fait, madame. J'ai fait une instruction criminelle, on a retrouvé ses traces jusqu'à Chalon. Mais là, on les a perdus. Perdus à jamais. Et vous vous êtes borné à cela? Mais non, je n'ai jamais cessé de chercher. Mais aujourd'hui, je vais recommencer avec plus de persévérance et d'acharnement que jamais. Et je réussirai. Car ce n'est plus la conscience qui me pousse. C'est la peur. Gérard, le comte de Monte Cristo ne sait rien. Sans quoi il ne nous rechercherait point comme il le fait. Avez-vous remarqué ses yeux, tandis qu'il nous parlait? Non. Croyez-moi, cet homme a d'autres projets. Voilà pourquoi j'ai voulu vous voir. Dites-moi, Hermine, vous n'avez parlé de notre liaison à personne? À personne. Jamais? Jamais. Vous ne tenez pas de journal? Non. Vous ne rêvez pas tout haut? J'ai un sommeil d'enfant. Ne vous le rappelez-vous pas, Gérard? C'est vrai. Eh bien? Eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Avant 8 jours d'ici, je saurai ce que c'est que Monsieur de Monte Cristo, d'où il vient, où il va, et pourquoi il parle devant nous d'enfants que l'on déterre dans son jardin. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 23e épisode, Les amours d'Hermine Danglars. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Gérard de Villefort, André Oumanski. Danglars, Alain Mottet. La baronne Danglars, Claire Morier. Lucien Debray, Gilles Guillot. Baptistin, Jacques Maire. La femme de chambre, Istar Sherbab. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 24e épisode, Monsieur Zaccone. Après la mémorable soirée d'Auteuil, les époux Danglars ont une explication orageuse. Le baron révèle à sa femme qu'il n'a jamais été dupe de ses frasques et qu'il n'ignore rien de ses liaisons passées et présentes. Il accuse en effet Hermine d'être la maîtresse de Lucien Debray. Comme, de surcroît, il traverse une mauvaise passe sur le plan financier, il ne pardonne pas à Debray de lui avoir fait perdre 700 000 francs
sur une fausse nouvelle propagée par lui. Le banquier fait part au comte de Monte Cristo de cette malchance qui semble le poursuivre depuis quelques jours et dont il ne parvient pas à discerner les causes exactes. Évoquant le mariage de sa fille Eugénie, il avoue qu'il verrait d'un bon œil une alliance avec les Cavalcanti. Ceux-ci, au dire du comte, sont immensément riches. C'est l'occasion pour Danglars d'émettre des doutes sur l'origine de la fortune du comte de Morcerf. Enfin, au cours d'une entrevue secrète avec la baronne Danglars, son ancienne maîtresse, Villefort démontre que Monte Cristo s'est joué d'eux et que leur enfant adultérin qu'il croyait mort est certainement vivant. Nous voici maintenant au 13 juin 1838. Albert de Morcerf revient d'un séjour au Tréport avec sa mère Mercédès, qui fut autrefois la fiancée d'Edmond Dantès, alias Monte Cristo. Soyez le bienvenu, monsieur de Morcerf. Cher comte, j'arrive du Tréport et ma première visite est pour vous. C'est charmant de votre part. Eh bien, avez-vous fait quelque chose pour moi durant mon absence? Monsieur Danglars a dîné chez moi. Je le sais bien, puisque c'est pour fuir sa présence que nous sommes partis, ma mère et moi. Le baron a dîné avec monsieur Andrea Cavalcanti. Votre prince italien? Oh, n'exagérons pas, il se donne seulement le titre de vicomte. Se donne, dites-vous. Il ne l'est donc pas? Et le sais-je, moi. Il se le donne, je le lui donne, on le lui donne. N'est-ce pas comme s'il l'avait? Quel homme étrange vous faites. Monsieur Danglars a donc dîné avec votre vicomte Cavalcanti? Oui, et avec le major, son père, Madame Danglars, Monsieur et Madame de Villefort, des gens charmants, Monsieur Debray, Maximilien Morel, et puis qui encore? Ah oui, Monsieur de Château-Renaud. Mais je ne comprends pas bien, cher vicomte, votre répugnance à devenir l'époux de mademoiselle Danglars. Je ne pense pas qu'elle soit plus pressée de devenir Madame de Morcerf. Touchante sympathie. Je crois que mademoiselle Danglars serait une maîtresse charmante, mais comme femme, diable. Voilà votre façon de penser sur votre futur? Une maîtresse, cela se quitte, mais une femme, cela se garde éternellement, de près ou de loin. Or, c'est effrayant de garder toujours mademoiselle Eugénie Danglars, fût-ce même de loin. Vous êtes difficile, vicomte. Oui. Oui, car je pense souvent à une chose impossible. Peut-on savoir laquelle? Trouver une femme comme mon père en a trouvé une. Ah. Ainsi votre père a été bien heureux. Vous savez mon opinion sur ma mère? Un ange du ciel. Voyez-la. Encore belle, spirituelle, toujours, meilleure que jamais. Vous donnez à tous ceux qui vous entendent de graves envies de rester célibataire. Voilà justement pourquoi, sachant qu'il existe au monde une femme accomplie, je ne me soucie pas d'épouser Eugénie Danglars. Ah, j'oubliais. Vous savez que Franz d'Épinay arrive. Ah oui? Mandé par monsieur de Villefort. Le procureur du roi est aussi enragé de marier mademoiselle Valentine que le baron Danglars est enragé de marier mademoiselle Eugénie. Vous êtes là à vous débattre d'épouser mademoiselle Danglars. Eh mon Dieu! Mais laissez donc aller les choses. Et ce n'est peut-être pas vous qui retirerez votre parole le premier. Ah? Oui, oui, étudiez, regardez, saisissez les allusions au passage et faites-en votre profit. Bon, je comprends. Je veillerai. Écoutez, cher comte, ma mère... Non, pas ma mère, je me trompe. Mon père a eu l'idée de donner un bal. Ah. Les bals d'été sont à la mode, ce sont des bals pur sang. Ceux qui restent à Paris sont de vrais Parisiens. Voulez-vous vous charger d'une invitation pour messieurs Cavalcanti? Quand a lieu votre bal? Le samedi 20 juin. Ah, le père sera reparti. Voulez-vous vous charger d'amener monsieur Cavalcanti fils? Oh. Vous savez, je l'ai vu pour la première fois il y a quelques jours seulement, et je n'en réponds en rien. Vous le recevez bien, vous? Mais oui, mais moi c'est autre chose. Il m'a été recommandé par un brave curé qui peut lui-même avoir été trompé. Non,
Non, invitez-le directement. S'il allait plus tard épouser mademoiselle Danglars, vous m'accuseriez de manège et vous voudriez vous couper la gorge avec moi. Non. D'ailleurs, je ne sais pas si j'irai à votre bal. Oh non. Ah, vous ne m'avez pas encore invité. Mais je suis venu exprès pour vous apporter votre invitation. Et ma mère elle-même vous en prie. Madame la comtesse de Morcerf? Madame de Morcerf cause librement avec moi. Pendant ces quelques jours passés au Tréport, nous n'avons parlé que de vous. En vérité, vous me comblez. Ainsi vous viendrez. Puisque Madame de Morcerf m'en prie. Dansez-vous, cher comte? Non. Mais j'aime avoir dansé. Et Madame de Morcerf, danse-t-elle? Jamais, non plus. Vous causerez? Elle a tant envie de causer avec vous. Vraiment? Parole d'honneur. Et je vous déclare que vous êtes le premier homme pour lequel ma mère ait manifesté cette curiosité. Dites-moi, quand arrive Monsieur d'Épinay? Dans 5 ou 6 jours. Et quand se marie-t-il? Aussitôt l'arrivée de Monsieur et Madame de Saint-Méran, les grands-parents maternels de Valentine de Villefort. Ah, amenez-le-moi donc quand il sera à Paris. Je serai heureux de le voir. Bien. Entendu, vos ordres seront exécutés, Seigneur. Au revoir, comte. Au revoir. Ah, eh bien, monsieur Bertuccio, avez-vous ces renseignements? Madame Danglars est bien allée ce jour-là au palais et y a rencontré monsieur de Villefort. Elle y est restée 1 heure environ. Et ensuite? Elle est rentrée chez elle. Directement? Oui, Excellence. Directement. Bien. Mon cher monsieur Bertuccio, si j'ai maintenant un conseil à vous donner, c'est d'aller voir en Normandie si tout est prêt dans cette propriété que vous m'avez achetée au bord de la mer. Oui, Excellence. Le yacht ne devrait pas tarder à arriver. J'ai écrit à Jacopo il y a 8 jours. « 15 juin 1838, dans le bureau de Gérard de Villefort, au palais de justice. Monsieur de Beauville, sous-chef de la sûreté, m'a chargé de vous remettre cette lettre, monsieur le procureur. Bien, merci. La personne que l'on appelle monsieur le comte de Monte Cristo est connue particulièrement de Lord Wilmore, riche étranger que l'on voit quelquefois à Paris et qui s'y trouve en ce moment. Il est connu également de l'abbé Busoni, prêtre sicilien d'une grande réputation en Orient, où il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Lord Wilmore demeure rue Fontaine-Saint-Georges, l'abbé Busoni au numéro 6 de la rue Garancière. Espérons que ces deux-là savent à quoi s'en tenir sur Monte Cristo. C'est bien, monsieur l'abbé Busoni, que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur. Et vous êtes la personne que monsieur de Beauville, ancien intendant de prison, m'envoie de la part de monsieur le préfet de police. C'est bien cela. Bien. Alors, je vous écoute. Votre probité, monsieur l'abbé, est si connue de monsieur le préfet de police, qu'il veut savoir de vous une chose qui intéresse la sûreté publique. Nous espérons qu'il n'y aura ni lien d'amitié, ni considération humaine qui puisse vous engager à déguiser la vérité à la justice. Pour vous, monsieur, que les choses qu'il vous importe de savoir ne touchent en rien aux scrupules de ma conscience. Je suis prêtre
Et le secret de la confession, par exemple, doivent rester entre moi et la justice de Dieu, et non pas entre moi et la justice des hommes. Soyez tranquille, monsieur l'abbé. Dans tous les cas, nous mettrons votre conscience à couvert. J'arrive au fait. Vous connaissez monsieur le comte de Monte Cristo? Vous voulez parler de monsieur Zaccone, je présume? Zaccone? Ne s'appelle-t-il pas Monte Cristo? Non, Monte Cristo est le nom d'une terre, mais pas un nom de famille. Eh bien, parlons donc de monsieur Zaccone. Vous le connaissez? Oui, beaucoup. Qui est-il? C'est le fils d'un armateur de Malta. J'ai connu M. Zaccone, le père, et tout enfant, j'ai joué avec son fils dans les chantiers de construction. Mais ce titre de comte... Cela s'achète. Ces richesses sont immenses, à ce qu'on dit. Oui, immense, c'est le mot. Il a bien 200 000 livres de rente. Mais on parle de 4 millions. Non, mais 200 000 livres de rente font juste 4 millions de capital. On parlait de 3 à 4 millions de rente. Non, ça ce n'est pas croyable. Et vous connaissez son île de Monte Cristo? Oui, certainement, certainement. Tout homme qui est venu de Palermo ou de Napoli ou de Rome en France par la mer la connaît pour l'avoir vu en passant. Oui, c'est un rocher que le comte a acheté justement pour être comte. Parce que vous savez, en Italie, pour être comte, on a encore besoin d'un comté. Vous avez sans doute entendu parler des aventures de jeunesse de M. Zaccone. Ah, voici où commencent mes incertitudes, car c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon camarade de vue. Oui, je crois qu'il a servi dans la marine. Mais vous n'êtes pas son confesseur? Non, non, je le crois luthérien. Oui. Il passe pour un homme fort charitable. Vous savez, notre Saint-Père, le pape, l'a fait chevalier du Christ. Faveur qu'il n'accorde guère qu'aux princes pour les services éminents qu'il a rendus aux chrétiens d'Orient. Il a 5 ou 6 grands cordons conquis par des services rendus aux princes et aux États. Il ne les porte pas, mais il en est fier. Il dit qu'il aime mieux les récompenses accordées aux bienfaiteurs de l'humanité que les récompenses accordées aux destructeurs des hommes. Lui connaît-on des amis? Ah oui, oui. Il a pour amis tous ceux qui le connaissent. Pourtant, il a bien quelques ennemis. Oui, un seul. Lord Wilmore. Mais dites-moi, ce Lord Wilmore, pourrait-il me donner des renseignements? Précieux, oui, précieux. Il était dans l'Inde en même temps que Zaccone. Monsieur l'abbé, pensez-vous que le comte de Monte Cristo soit jamais venu en France avant le voyage qu'il vient de faire à Paris? Ah non, monsieur, il n'est jamais venu. Non, puisqu'il s'est adressé à moi, il y a 6 mois, pour avoir les renseignements qu'il désirait. Et de mon côté, j'ignorais à quelle époque je serais moi-même de retour et je lui ai adressé M. Cavalcanti, père. Très bien, monsieur l'abbé. Je n'ai plus qu'à vous demander une chose. Et je vous prie au nom de l'honneur, de l'humanité et de la religion de me répondre, mais sans détour. Je vous en prie, monsieur, dites-moi. Savez-vous dans quel but monsieur le comte de Monte Cristo a acheté une maison à Auteuil? Oui, certainement. Oui, il me l'a dit. Dans quel but? De faire un hospice d'aliénés. Dans le genre de celui fondé par les barons di Pisani à Palermo. Vous connaissez cet hospice? De réputation. Oui, c'est une institution magnifique. Est-ce là tout ce que vous voulez savoir, monsieur? Oui, oui. Bien, je vous remercie, monsieur l'abbé.
si je connais Dacone, qui se fait appeler le comte de Monte Cristo. Oh, yes. Yes, je le connais. Que voulez-vous savoir de lui? Oh, ma foi, tout ce que vous pourrez m'en dire. Sur sa jeunesse en particulier. Non, monsieur le préfet de police, vous serez infiniment reconnaissant de vouloir bien l'éclairer sur le passé du comte. Well, sa jeunesse. Il est entré à l'âge de 15 ans au service d'un de ces petits souverains de l'Inde qui font la guerre aux Anglais. Oui, c'est là-bas que je l'ai rencontré pour la première fois. Yes. Et nous avons combattu l'un contre l'autre. Longtemps? Well, a few years. Oh. Quelques années. Oui, c'est dans cette guerre que Dacone a été fait prisonnier et envoyé en Angleterre. On l'avait mis sur les, comment dites-vous, sur les pontons. Mais il s'est enfui à la nage. Et ensuite? Alors il a commencé à voyager. Oui, vous savez, ses duels et ses passions ont fait parler de lui. Et puis est arrivée l'insurrection de la Grèce. Et il a servi dans les rangs des Grecs. C'est une vie d'aventurier que vous me contez là, cher monsieur. Je ne vois rien là qui ait pu lui assurer cette fortune. Non, attendez, j'y arrive. C'est pendant qu'il était au service des Grecs qu'il a découvert un silver mine, une mine d'argent dans les montagnes de la Thessalie, mais il a gardé sa découverte pour lui tout seul. Et lorsque le gouvernement grec a été consolidé, il a demandé au roi Othon un privilège d'exploitation pour la mine, un privilège qui lui fut accordé. Et de là vient cette fortune immense qui peut monter à 2 millions de revenus. 2 millions? Yes. Mais une fortune qui peut tarir tout à coup si la mine elle-même tarit. Savez-vous pourquoi il est venu en France? Oh, yes. Il veut spéculer sur le chemin de fer. Et puis, vous savez, comme il est un chimiste habile et un physicien non moins distingué, il a découvert un nouveau télégraphe dont il poursuit l'application. Combien dépense-t-il à peu près par an? 5 ou 600 000 francs, tout au plus. Vous savez, il est avare. Savez-vous quelque chose de sa maison d'Auteuil? Savez-vous dans quel but il l'a acheté? Oui, certainement. Certainement. Le comte est un spéculateur qui se ruinera en essai et en utopie. Il prétend qu'il y a à Auteuil, dans les environs de cette maison, un courant de mineral water, de eau minérale, qui peut rivaliser avec les eaux de Bagnères et l'autre station de... Luchon? Luchon. Il veut faire de son acquisition un bathhouse, comme disent les Allemands. Enfin, il a déjà 2 ou 3 fois retourné tout son jardin pour retrouver le fameux cours d'eau. Et comme il n'a pas pu le découvrir, vous allez le voir d'ici à peu de temps acheter les maisons qui environnent la sienne. Oui. Or, comme je lui en veux, j'espère que dans son chemin de fer, dans son télégraphe et dans son exploitation de bain, il va se ruiner. Oui, je le suis pour jouir de sa déconfiture, qui ne peut manquer d'arriver un jour ou l'autre. Mais pourquoi lui en voulez-vous? Oh, parce qu'en passant en Angleterre, il a séduit la femme d'un de mes amis. Dans ce cas, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger de lui? Je me suis battu 3 fois en duel avec le comte. La première fois au pistolet, la seconde à l'épée et le 3e au sabre.
Et le résultat de ces duels a été... La première fois, il m'a cassé le bras. La seconde fois, il m'a traversé le poumon. Et la troisième, il m'a fait cette blessure ici, au cou, que vous voyez. Ah oui, mais ce n'est pas vieux. Yes, no. 3 mois. Nous étions encore en Italie à ce moment-là. Donc je lui en veux beaucoup. Et il ne mourra que de ma main. Vous ne prenez pas le chemin de le tuer, ce me semble. Oh, yes. Tous les jours, je vais au tir. Et tous les 2 jours, Grisier, le fameux Grisier, le maître d'armes, vient chez moi. Et il va falloir que vous m'excusiez, car c'est l'heure de ma leçon. Bien. Je vous remercie, monsieur, pour tous ces précieux renseignements. Je vous en prie. James, reconduisez Monsieur l'envoyé du préfet de police. I've been very happy to know you and hope to see you again. Au revoir, monsieur. Oh, yes. Après cet entretien avec Lord Wilmore et l'autre avec questo carro abbato Busoni, Monsieur de Villefort va retrouver le sommeil. Enfin, pour quelque temps, du moins. Vous cherchez ma fille, vicomte? Je l'avoue, madame la baronne. Auriez-vous eu la cruauté de ne pas amener mademoiselle Eugénie? Rassurez-vous, elle a rencontré mademoiselle de Villefort. Tenez, les voici qui nous suivent toutes deux, en robe blanche. Mais qui cherchez-vous, madame? Est-ce que vous n'aurez pas ce soir le comte de Monte Cristo? 17. Mais que voulez-vous dire avec votre 17? Je veux dire que vous êtes la 17e personne qui me fait la même question. Rassurez-vous, à votre tour, nous aurons l'homme à la mode. Nous sommes des privilégiés. Étiez-vous hier soir à l'opéra? Non, pourquoi donc? Il y était, lui. Ah, vraiment? Et l'Eccentric Man a-t-il fait quelque nouvelle originalité? Peut-il se montrer sans cela? Elsler dansait le diable boiteux. La princesse grecque qui accompagnait le comte était dans le ravissement. Après la cachucha, il a passé une bague magnifique dans la queue d'un bouquet et l'a jetée à la charmante danseuse, qui, au 3e acte, a reparu pour lui faire honneur avec sa bague au doigt. Et j'ai manqué cela. Et la princesse grecque, l'aurez-vous? Non, sa position dans la maison du comte n'est pas assez fixée. Vicomte, laissez-moi ici. Et allez-nous saluer Madame de Villefort. Je vois qu'elle meurt d'envie de vous parler. Je vous obéis à l'instant même. Je parie, chère madame, que vous allez me demander si le comte de Monte Cristo va venir. Pas du tout. Alors vous êtes l'exception. J'allais vous demander si vous aviez reçu des nouvelles de monsieur Franz d'Épinay. Oui, il m'a écrit il y a quelques jours. Il m'annonçait qu'il partait en même temps que sa lettre. Il sera donc là bientôt, demain, peut-être. Bien. Maintenant, le comte? Il viendra, soyez tranquille. Je ne m'inquiétais pas. Mais vous-même, savez-vous qu'il a un autre nom que Monte Cristo? Non, je ne savais pas. Monte Cristo est un nom d'île. Et il a un nom de famille. Ah. Il s'appelle Zaccone. C'est possible. Il est maltais, fils d'un armateur.
Mais vous devriez raconter ces choses-là tout haut. Vous auriez le plus grand succès. Il a servi dans l'Inde, exploite une mine d'argent en Thessalie, et il est venu à Paris pour faire un établissement d'eau minérale à Auteuil. Eh bien, voilà des nouvelles. Me permettez-vous, madame, de les répéter? Oui, mais petit à petit, une à une, et sans dire qu'elles viennent de moi. Mais pourquoi cela? Parce que c'est un secret surpris. Auprès de qui? De la police. Alors ces nouvelles se débitaient... Hier soir, chez le préfet. Quelle raison peut-on avoir? Paris s'est ému, vous le comprenez bien, à la vue de ce luxe inusité, et la police a pris des informations. Bah, il ne manque plus que d'arrêter le comte comme vagabond sous prétexte qu'il est trop riche. Ah, ma foi, c'est ce qui aurait bien pu lui arriver si les renseignements n'avaient pas été si favorables. Pauvre comte. Se doute-t-il du péril qu'il a couru? Je ne crois pas. Alors c'est charité que de l'en avertir. À son arrivée, je ne manquerai pas. Faites comme vous l'entendrez. Mais surtout, pas un mot sur votre source d'information. Vous avez ma parole, madame. Ah, voici Morel. Bonsoir. Madame de Villefort, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur Maximilien Morel, capitaine au Spahis, l'un de nos bons et surtout de nos braves officiers. Madame? J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer monsieur à Auteuil, chez monsieur le comte de Monte Cristo. Ah, mais le voici qui entre, justement. Oh, c'est lui, le comte. Oh, Monte Cristo. Quelle élégance. Quelle race. Lui, le comte de Monte Cristo. Je ne l'avais pas encore vu. Le voilà. Oh, c'est lui? Je le croyais plus jeune. Et moi plus vieux. Comme il est pâle. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 24e épisode, Monsieur Zaccone. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'Abbé Busoni, alias Lord Wilmore, Pierre Santini. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Bertuccio, André Weber. Gérard de Villefort, André Oumanski. La baronne Danglars, Claire Morier. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Un homme, Philippe de Rèze. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.